La dernière fête celte dont nous allons parler n'est pas la moindre. Il s'agit de Lughnasadh, la fête du roi. Cette fête du 1er août, encore fêtée aujourd'hui par les néo-païens mais aussi un peu différemment dans les campagnes irlandaises, représente l'arrivée des récoltes et la fin de l'été. Et comme elle porte le nom du dieu celte Lugh, nous allons parler un peu de ce personnage. Avant toute chose, faisons un petit rappel sur l'articulation du panthéon celte. Pour les Irlandais, la société divine est structurée de la même manière que la société humaine. On trouve aux origines de cette société une tribu légendaire, les Tuatha Dé Danann, ou les gens de la tribu de Dana. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, leur tribu est hiérarchisée en 3 classes fonctionnelles, sacerdotales, les druides, laborieuses, les agriculteurs, et guerrières. Le roi représente la société et tout s'articule autour de lui. Il est important de savoir que les dieux dans la mythologie celtique sont aussi des humains et ils peuvent ainsi être considérés comme tels. Lugh, qui aura donc donné son nom à la fête de Lughnasadh, est un dieu majeur de l'Irlande, caractérisé par ses nombreux talents et sa nature très solaire. Contrairement aux autres dieux, il ne se contente pas de faire partie d'une classe, sacerdotale, guerrière ou laborieuse. C'est un dieu complet qui possède tellement de talents qu'il est en réalité rattaché aux 3 classes. Et c'est ce qui fera de lui, au cours de ses aventures, le roi des Tuatha Dé Danann et le roi d'Irlande. Si Lugh donne son nom à Lughnasadh, c'est bien parce que le roi a un rôle central dans cette fête. Nous savons donc qui est Lugh et avons quelques indices sur l'aspect royal de cette fête. Mais que signifie alors le mot Lughnasadh ? Concernant l'étymologie de ce mot, les sources sont très diverses et assez contradictoires. Autrement dit, si on comprend bien le Lugh, on n'a aucune idée de ce que Nasad peut bien vouloir dire. Nous passerons donc rapidement sur cette question, car ce n'est pas l'étymologie qui va nous aider aujourd'hui, mais bien, contre toute attente, l'abondance de sources concernant cette célébration si importante que l'Irlandais moderne utilise toujours le mot Lughnasadh pour désigner le mois d'août. Si, contrairement à d'habitude, nous en savons autant sur ce que pouvait être Lughnasadh à l'époque celtique, c'est grâce à une série de textes que l'on appelle des Dincha, et qui sont, pour faire simple, des sortes de notices topographiques, où l'auteur nous parle, de manière plus ou moins poétique, d'un haut lieu en Irlande et de ce qu'on y faisait. Les plus précises et les plus denses de ces notices sont celles de Tailteann et de Carman, 2 endroits où les festivités de Lughnasadh battaient leur plein. Mais laissez-moi vous parler de la plus connue afin que nous puissions comprendre ce qu'était réellement Lughnasadh et ce qu'on pouvait faire le 1er août au temps des Celtes. Ces assemblées sont appelées des Inarch en gaélique. La plus célèbre et la plus documentée est l'Inarch Tailteann ou Tailteann. 2 longs poèmes nous la décrivent, un de 885 et l'autre de 1007. Ça signifie qu'au moment où les auteurs écrivent, cette fête est déjà bien installée. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le festival sera tenu au même endroit jusqu'en 1770, plusieurs siècles plus tard. Ce site est aujourd'hui appelé Tailteann et se situe au nord de la rivière Blackwater en Irlande. La campagne environnante est très connue pour sa culture préhistorique et on y trouve un peu partout des monuments de cette époque et notamment des monuments funéraires. C'est Lugh lui-même qui aurait choisi Tailteann comme lieu des festivités de Lughnasadh, et il y a plusieurs histoires qui nous parlent de la raison pour laquelle il a préféré cet endroit à un autre. La plus relatée dans les légendes, c'est que le site a été fondé par Lugh en l'honneur d'une femme nommée Tailteann. Elle était sa nourrice et serait morte pendant les calendes d'août. C'est elle qui l'aurait nourri et élevé jusqu'à ce qu'il soit capable de porter les armes, et sa mort serait due à une dernière action, nettoyer les plaines d'Irlande afin de les préparer à l'agriculture. C'est sur ce site qu'elle serait morte ou qu'elle aurait été enterrée. En son propre honneur, elle aurait souhaité l'organisation de grands jeux funéraires qui tenaient lieu 15 jours avant et 15 jours après le 1er août. Lugh honorera ainsi sa nourrice et son souhait en instituant cette commémoration de manière annuelle. Les auteurs pensent que dans ce cadre, Tailteann, plus que la nourrice d'un dieu, pourrait être une sorte de déesse mère ou de la terre, qui représenterait à cette période de l'année la mort de la végétation qui succède à la dernière récolte. Si on en croit les récits médiévaux, des rois de partout en Irlande venaient assister aux jeux funéraires de Tailteann, et une trêve était engagée pour cette occasion. Ces jeux pouvaient être rapprochés des Olympiades antiques et on y trouvait de nombreuses épreuves athlétiques, des courses de chevaux, concours d'éloquence ou de musique. Les Dincha nous dressent une liste de tout ce qui était interdit pendant ces fêtes. Par exemple, personne ne devait y venir sans mettre le pied à terre, c'est-à-dire pour faire acte de présence mais sans l'envie d'y rester. Il était interdit de regarder par-dessus son épaule gauche en la quittant, autrement dit de jeter le mauvais sort sur la fête. On ne pouvait pas non plus y faire usage d'une lance, sous-entendu, pas d'activité militaire, ce qui rejoint cette idée de trêve. On vient à Tailteann en sujet loyal et passif. En somme, cette assemblée est décrite comme un moment où nulle querelle ou mauvaise chose ne peut se produire. Une assemblée d'or, d'argent, de musique et de jeux,
de savoir et d'éloquence. Cette fête garantit la paix et l'abondance, c'est une fête divine et royale, et elle protège des calamités. Un certain nombre d'autres inars sont mentionnés dans la littérature irlandaise ancienne. La plupart d'entre elles étaient des assemblées de Lughnasadh. Il semblerait que l'autre assemblée célèbre, le Nar Carman, était elle aussi située sur un lieu sacré, parsemé de tombes princières et dont la principale était celle d'une femme appelée Carman. Il est d'ailleurs intéressant de noter que plusieurs autres de ces Enars tiennent leur nom de personnages mythologiques féminins. Mais Taltio en particulier semblait être pour les Celtes un endroit de majesté et de pouvoir symbolique. Là où on nous dit que Lughnasadh est la fête du roi, cet endroit n'était pas un palais ou une résidence royale, mais bien un cimetière, un site de bataille légendaire et un endroit où avaient lieu des assemblées annuelles. Je ne saurais vous parler de cette fête sans mentionner, cette fois encore, ce qu'il est advenu des traditions dans le folklore moderne et contemporain. C'est la journaliste Moira MacNeill qui fait le parallèle avec les enquêtes des folkloristes dans son ouvrage The Festival of Lughnasadh. Si Eonor est le terme pour les assemblées régionales de l'ancienne Irlande, l'irlandais moderne a gardé le mot Eonor pour parler également d'une foire. Cependant, même si comme vous pouvez l'entendre les deux mots sont très proches, ils désignent tous deux choses différentes. Eonor désigne une assemblée religieuse, politique et sociale, alors que Eonor désigne un rassemblement dans une ville campagnarde pour vendre des animaux de ferme. Plusieurs foires ont survécu dans les anciennes régions celtiques et ont lieu le 1er août, jour de Lughnasadh. Mais ces rassemblements sont aujourd'hui plutôt agricoles et ont perdu leur caractère royal. Peut-on alors vraiment dire qu'ils sont hérités de ces anciennes Eonor ? Ce qu'on peut supposer, c'est que la christianisation passant par là, elle a sans doute fait de Lughnasadh une fête agraire, dont on a pensé pendant très longtemps qu'elle n'avait sans doute pas été autre chose. En France, on remarque la même évolution qu'en Irlande. En Gaule romaine, dans la ville de Lyon, jadis appelée Lugdunum, forteresse de Lugh, des festivités étaient données le 1er août en l'honneur de l'empereur Auguste. Certains chercheurs pensent que la date de ce culte aurait été choisie pour remplacer une fête en l'honneur du dieu Lugh. Le calendrier de Coligny, dont nous avons parlé dans la vidéo de Samhain, mentionne lui aussi une grande fête tenue pendant le mois de Rivros, équivalent du mois irlandais de Lughnasadh, en l'honneur d'un ou des dieux. Il est donc probable qu'également dans les alentours de Lyon et ailleurs en Gaule, on fêtait Lughnasadh. Au XXe siècle, les folkloristes font remarquer qu'à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, dans les campagnes françaises, on peut voir tout un tas de pèlerinages où les villageois vont faire bénir leur blé ou encore leurs fruits, notamment en l'honneur de saints ayant le pouvoir d'épargner les cultures des grêles ou des orages, mais aussi de faire venir la pluie. Mais l'aspect agraire de Lughnasadh était peut-être déjà là en parallèle de la thématique de la royauté, et l'histoire de Lugh est intimement liée à l'agriculture. Dans les survivances de Lughnasadh, la signification principale du festival est qu'il marque la fin de la période d'attente de maturité des récoltes. On va pouvoir profiter de ce qu'on a planté et entretenu, notamment avec l'arrivée à maturité des champs de pommes de terre, cet aliment ayant été la base de l'alimentation dans les campagnes irlandaises pendant de nombreuses générations. Avant ça, c'était sûrement le maïs qui était à l'honneur à cette période de l'année. Toujours selon Moira MacNeill, le thème principal qui émerge de ce folklore et de ces rituels est la lutte pour les récoltes entre deux dieux. Le premier, souvent appelé Crumdoof, qui a généré la croissance des récoltes, du blé, et garde ses trésors, et l'autre, Lugh, qui doit les voler pour le donner aux hommes. Je pourrais parler encore longuement de Lughnasadh, de Lugh et de son rapport avec des saints chrétiens, tellement les sources abondent. Mais que faut-il retenir de nos connaissances sur Lughnasadh ? Sans doute qu'elle est différente des 3 autres fêtes, que contrairement aux autres, lors des célébrations, il n'y a aucun sacrifice ou cérémonie religieuse, et que c'est sûrement grâce à ça que le christianisme n'a pas cherché à l'effacer ou la remplacer. Qu'elle est toujours célébrée aujourd'hui, et qu'à la différence de Beltane, dont la célébration est limitée à de petites communautés villageoises, Lughnasadh est toujours célébrée par plusieurs communes rassemblées, généralement sur un site préhistorique ou une hauteur. Qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de protéger les récoltes, mais de profiter de l'abondance retrouvée avec les récoltes de pommes de terre, venues à leur terme, et puis des céréales et autres légumes de fin d'été. Qu'on y fait des foires, et qu'elles se déroulent toujours dans le jeu, la danse et la gaieté, et qu'aucune malice n'y est permise. Nous l'avons vu, les 4 fêtes irlandaises dont nous avons parlé, Samhain, Imbolc, Beltane et Lughnasadh, sont souvent considérées comme celtiques par leur origine, mais sont loin de ne se retrouver qu'en Irlande, et arrivent tant bien que mal à nous parvenir à travers des rites encore pratiqués aujourd'hui. Et ce qui est parfaitement remarquable, comme le souligne Moira MacNeill, c'est la force avec laquelle ces fêtes ont été ancrées dans les consciences, jusqu'à survivre et évoluer à travers les siècles, pour être reprises aujourd'hui par le néopaganisme, et continuer de survivre, quoiqu'un peu différemment, avec un nouveau sens et à travers de nouvelles pratiques.